le message de Yuriane. Et comme d'habitude, comme elle disait, ouais, ça va. Je vais faire plus ou moins comme le semestre dernier, pour ceux qui ont été mes élèves. J'utilise mon portable pour l'audio et l'ordinateur pour la vidéo, parce que c'est comme ça fonctionne mieux chez moi. Donc, si vous avez, si nous avons de problèmes d'audio, vous me dites. Ça, c'est pas un problème d'audio, c'est le chat qui participe toujours du cours. Et voilà, je crois qu'on est déjà nombreux. Nous sommes peut-être peut-être une dizaine ici. Je vous souhaite la bienvenue aussi pour ces cours d'aujourd'hui. Peut-être vous avez vu, je viens de partager le programme de ce cours des romans sur notre salle de cours virtuelle. Et ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est la présentation de ce programme. Je sais que Daniel a commencé les cours de roman le semestre dernier. Je ne sais pas s'il y a d'autres dans la même condition. J'ai revu, Daniel, quelques parties de ce programme. Il y a une bonne partie qui se ressemble au programme du semestre dernier, mais je vais, comme tu le sais bien, on a eu pas mal de problèmes techniques qui ne vont pas se répéter ce semestre. Donc, une partie du temps perdu le semestre dernier sera utilisée avec une discussion plutôt théorique et historique aussi. On verra comment bien procéder à ces propos-là. Et avant de commencer, je ne sais pas, je voudrais vous écouter un petit peu. Vous n'êtes pas tous et toutes obligés de vous manifester. Dans ce système de cours en ligne, comment je peux dire, tout d'abord, comme vous savez, j'enregistre les cours et je les rends disponibles après dans notre salle de cours virtuelle. Et je ne fais pas de contrôle de présence, ni des participations tête à tête, on va dire. Ouais. Je ne faisais pas ce contrôle très bien dans nos cours présentiels et virtuels, je le fais encore moins. Donc, le contrôle sera fait à partir des activités proposées, n'est-ce pas? Et une autre chose, c'est ce système virtuel de cours en ligne. L'idée, d'une certaine façon, c'est de vous permettre de regarder les cours quand vous pouvez, quand vous êtes disponible pour, n'est-ce pas? Donc, il y a raison pour laquelle je ne fais pas les contrôles, je ne contrôle même pas les caméras ouvertes ou pas ouvertes. Vous sentez libre d'ouvrir ou de ne pas ouvrir vos caméras. Et il faut se souvenir aussi que de temps en temps, je vous demande de fermer les caméras si nous avons des problèmes de connexion, n'est-ce pas? Donc, on reste un peu comme ça, dans cette idée-là. Et donc, est-ce que vous voulez vous manifester, dire un peu votre parcours ou quelles sont vos perspectives par rapport à ces cours? Ce que vous attendez?
de voir dans ces cours? Peut-être là, vous êtes en train d'ouvrir le programme et avant d'entrer dans le programme, qu'est-ce que vous attendez de ce cours-là? Il y a un candidat ou une candidate? Daniel? Je te vois là et tu deviens une victime et pas... Non, pas du tout. Moi, je préfère, je suis un peu cachise parce que moi, je préfère les cours en classe. Et j'ouvre la caméra juste pour me sentir participante. Mais s'il y a des problèmes, je peux la fermer sans problème. Tu as posé des questions par rapport... Non, quels sont vos souhaits par rapport à ce cours, ce que tu attends? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Parce que le semestre dernier, il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché très bien. Non, mais t'inquiète pas. Oui, j'aime bien la théorie de la littérature en tant que telle dans l'ensemble. Les semestres passés, on a eu pas mal de problèmes dans tous les cours. Et pour moi, personnellement, ça a été vraiment fatigant d'être en contact online. Ça dégage plus d'énergie de nous pour rester devant la caméra avec des écouteurs. Donc, c'est plus facile d'être dans les cours parce qu'on est chez nous ou on est dans notre travail. Et c'est facile à ne pas perdre l'heure, mais de toute façon, je préfère... C'est pas si facile. Ouais. Je préfère les contacts dans la vraie vie, enfin. Ouais. Donc, j'ai bien aimé l'expérience de lecture. Quelques-unes m'ont touché personnellement. Je ne sais pas si on va continuer avec les mêmes. Je n'ai pas encore regardé les programmes, mais de toute façon, j'aime les défis. J'aime la façon que tu montres la règle, la ligne temporaire de la littérature en commençant par les plus récents et après on va en découvrant les autres époques. Ouais. Donc, j'espère... j'aime bien la partie théorique. Je pense que ça c'est toujours bien d'y revenir parce que des fois, en lisant un livre, actuel ou non, ça nous aide beaucoup. J'ai bien la voix de Gloria avec la théorie de l'annonciation de Bakhtin. Donc, j'aimerais bien la mettre en relief et la découvrir en lisant des livres. D'accord. Merci. Merci. Il y a quelque chose que tu as dit. Oui, par rapport à des problèmes que nous avons eus le semestre dernier. Je tiens compte, par exemple, maintenant, on aura des cours une fois par semaine. Parce que nous avons reçu cette suggestion d'un cours à chaque 15 jours, surtout parce qu'on souciait un peu de la capacité de connexion des élèves. Et tout au long du semestre, nous nous sommes aperçus que peut-être la connexion n'était pas le problème le plus grave. Ouais. Surtout si les cours étaient enregistrés aussi, donc on laissait aux élèves la possibilité de regarder les cours de manière asynchronique.
ou asynchrone. Là, j'ai corrigé ça pendant le semestre dernier et là, on commence déjà avec un cours par semaine. En plus, je vais faire les vidéos aussi, les petites vidéos pour un peu plus de contenu et on va garder ces moments du cours présentiel ou semi-présentiel, demi-présentiel, pour les débats, les échanges. Oui, on va privilégier les échanges dans ces cours synchrones, d'accord? Et sinon, c'est ça. Je pense que... Ouais, voilà. Est-ce que quelqu'un veut nous souhaiter la bienvenue Non? D'accord. Sinon, je passe à la présentation du programme. Il y a deux choses à partager avec vous. C'est le programme et les livres de la dissertation. Sinon, Daniel, au niveau du programme, j'ai changé le dernier roman à travailler, donc j'ai retiré La Peste. Et parce que en fait, je travaille avec La Peste dans ma recherche de PIBIC, et je pense que ça suffit déjà. C'est un peu trop. On ne parle que des Covid, et en plus, dépenser au moins un mois des réflexions sur la peste, ce serait un peu fatigant. Et aussi, une observation par rapport au semestre dernier, les moments de discuter La Peste, qui était le dernier roman, c'était aussi le moment de l'écriture de la dissertation. Donc, je réserve ce semestre un roman beaucoup plus simple pour ces derniers moments. D'accord? Donc, je pense que comme ça, c'est un peu plus, ce sera un peu plus commode, comme vous allez dépenser une bonne énergie dans l'écriture de la dissertation. On pourra travailler ces romans intéressants. Je vais dire que, je dirais, je vais vous montrer, ça s'appelle, les titres du roman, c'est Tropisme de Nathalie Sarraute. Vous allez voir, c'est un roman de lecture facile, mais des compréhensions difficiles. D'accord? Et je partage là mon écran. C'est drôle parce que... Ah ouais, voilà, j'avais oublié comment partager l'écran. Et on a eu des petites vacances et quand même, on oublie la procédure. Est-ce que vous voyez ici le programme? Ok, ça marche. Merci. Donc, si vous voulez, vous avez déjà ce document partagé sur Teams dans notre salle virtuelle. La salle virtuelle, elle n'est pas encore très bien organisée. Comme vous savez, je suis coordinateur du Bachar Lab et la semaine dernière et cette semaine, nous avons un travail important quand même. Donc, pendant la semaine, j'organise un peu mieux notre salle virtuelle. Et je vais profiter aussi pour partager la vidéo que j'ai faite le semestre dernier de cette présentation de la salle virtuelle. J'imagine que vous connaissez déjà comment ça marche, Teams, et où vous allez trouver les documents, la bibliothèque, les cahiers de notes, ce genre de choses. Mais quand même, je partage la vidéo avec vous sur Teams. Et comme ça, vous pouvez, si vous avez des questions, des doutes, je crois que ça pourra vous éclaircir un petit peu. Donc,
on passe ici à la discussion, à la présentation du programme. Et comme je dis, c'est un programme, c'est une espèce de projet ou une lettre d'intention. Ça, c'est ce qu'on compte faire. Cela ne veut pas dire qu'on fera tout, n'est-ce pas? Mais peut-être on essayera de faire le maximum. Et donc ici, c'est le basique, le roman français, étude à travers des méthodes critiques variées des œuvres représentatives des différentes tendances du roman en France du XVIe au XXIe siècle. En fait, je sais que peut-être vous pouvez me demander pourquoi, et cette question, elle est importante aussi. Nous avons eu une élève de Bacharelad qui a soutenu son mémoire de cours le semestre dernier sur c'était une base théorique de la théorie du sous-développement associée à une idée de post-colonialisme. Et elle nous a demandé, en fait, elle a analysé un peu la structure de notre cours de lettres françaises à l'UNB et elle a critiqué un peu la présence, selon elle, excessive de la littérature française en dépit de la littérature d'autres régions francophones du monde. Et en fait, je lui ai dit que c'est vrai, ça existe, ça se passe comme ça, mais quand même, surtout pour ceux qui sont inscrits au Bacharelad, vous avez aussi la possibilité de faire d'autres cours comme littérature en langue française d'Europe, des Amériques et d'Afrique. Raison pour laquelle on peut entrer dans ce débat dans un autre moment, mais une fois que nous avons ces autres cours, Amérique, Afrique et Europe, j'accepte quand même de me concentrer sur la littérature française écrite en France. D'accord? Donc, je ne vais pas problématiser cette question-là dans ce programme des cours. Mais je disais de cette intention de ce programme en tant que projet, on projette ce qu'on pense être capable de faire pendant le semestre. Ce que je voulais dire, c'est que le programme n'est pas fermé. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai préparé, mais je suis toujours ouvert à vos suggestions. D'accord? Et quand même, j'accepte pas une suggestion comme un livre plus court, plus facile. D'accord? Ça, c'est pas le genre de suggestion que je vais accepter. Je l'ai dit parce que nous aurons quand même un roman assez difficile à lire. Daniel, je l'ai maintenu. Le roman Soumission de Houellebecq, c'est un roman difficile, mais je pense qu'il faut quand même faire l'effort de lire quelque chose de plus compliqué. Mais d'autres choses, on pourra mettre en discussion, d'accord? Donc, vous allez voir qu'on va se concentrer ici sur les romans français, d'accord? Et une autre caractéristique, avant d'entrer dans les objectifs du cours, c'est que pour ceux qui ont déjà été les élèves, vous savez que j'ai un intérêt plus grand à la littérature contemporaine. Et tous les romans du programme de ce débat en commun seront des romans plutôt contemporains aussi. Les plus récents, c'est de 2016
et les plus anciens de 1957. Mais en fait, nous avons Chanson douce de Leila Slimani de 2016, Soumission de Michel Houellebecq de 2015, L'événement d'Annie Ernaux de 2000 et je choisis Tropisme de Nathalie Sarraute, comme je vous ai dit, parce que c'est un roman plus simple, très intéressant, mais aussi un roman important pour le courant littéraire, un nouveau roman. Peut-être vous connaissez Alain Robbe-Grillet, qui est l'écrivain le plus connu de ce mouvement. Mais Nathalie Sarraute aussi est une écrivaine assez importante. Et donc, je garde un peu de surprises pour le moment de la lecture de ces romans. D'accord? Donc, on verra ici les objectifs de ce cours. C'est étudier quelques-uns des principaux types romanesques à l'intérieur du genre. Ici, j'explique aussi un peu pourquoi je ne m'inquiète pas de vous proposer presque de romans contemporains. Parce que ce cours, c'est un cours concentré sur ces genres littéraires romans. Donc, ce n'est pas un cours pas forcément historique. Si vous avez déjà suivi le cours de Panorama, Panorama, c'est vraiment un cours dont l'objectif, c'est de vous montrer, comme Daniel a dit, cette ligne du temps historique de l'évolution littéraire. Ici, ce que je veux vous proposer, c'est surtout une réflexion sur ces genres littéraires romans, de manière plus ou moins atemporelle, c'est-à-dire raison pour laquelle je vais faire de mon mieux pour apporter des éléments de théorie du roman ou des éléments d'analyse du roman plutôt que de vous présenter une histoire du roman pour vous donner les instruments pour lire, comprendre, analyser et critiquer tout roman. D'accord? Parce que aussi, roman, à mon avis, peut-être c'est le cours de littérature française les plus difficiles parce que les lectures sont hyper longues, n'est-ce pas? Parfois, un livre de poèmes, par exemple, même si les poèmes sont difficiles à comprendre, vous êtes capable de lire le livre complet sans trop de difficultés. Je vais dire de partir de la première page et arriver à la dernière. Et ici, dans un cours de roman, ça va nous exiger un peu plus. Ça nous exige haleine, fôlego, d'accord? Concentration, vocabulaire, et parfois aussi accepter qu'on ne va pas tout comprendre si on veut arriver à la fin du livre, n'est-ce pas? Donc, ici, dans ce cours de roman, c'est le moment de mettre en pratique des techniques de lecture que peut-être vous avez apprises dans les cours de, je sais pas, analyse ou compréhension textuelle ou des choses comme ça, n'est-ce pas? Et aussi, d'une certaine façon, c'est cette lecture un peu, je ne vais pas dire superficielle, mais dans la surface du texte que j'attends de vous. Au moins cette lecture à la surface du texte. Et on va s'approfondir dans les cours et dans les débats. D'accord? Parce que, comme je vous dis, un roman, c'est compliqué de lire verticalement chaque page d'un roman à 200 pages, par exemple. Un poème, c'est possible de le faire. Dans un roman, c'est un peu plus compliqué. Donc, étudier quelques-uns des principaux types romanesques à l'intérieur du genre. Oui, je souligne ici. Ouais, ça va un peu mieux. J'arrive à zoomer encore. Non, ça dépasse. Donc, type romanesque. Même si je choisis 3 romans contemporains avec un 4e roman
des années 50, quand même, j'ai fait attention pour choisir des romans différents l'un de l'autre. Et comme ça, on pourra travailler un roman des structures plus classiques, comme Chanson douce. Soumission, c'est déjà un roman, une espèce de fiction politique, écrit en première personne. Donc, ça nous permettra aussi de travailler cet élément-là, et aussi cette confusion entre l'auteur, l'écrivain et les narrateurs, en raison des idées diffusées dans ces romans. Ouais. Les romans d'Annie Ernaux, ce n'est pas un roman, si on veut être strict dans le concept, c'est plutôt un récit autobiographique. Donc, ce n'est pas de la fiction, c'est un récit autobiographique. Mais les romans aujourd'hui, c'est ça aussi, n'est-ce pas? Les romans aujourd'hui, peut-être, c'est le genre littéraire les plus souples, les plus souples, c'est ça. Qui change, qui est capable d'absorber toutes sortes de réflexions. Et tropisme, c'est une expérience esthétique. Je ne vais pas trop parler de tropisme, parce que je veux vous laisser la possibilité de vous sentir perdu dans la lecture de ces romans, d'accord? Et on continue ici, donc, voilà. Analyser certaines œuvres significatives au sein de l'histoire littéraire française. Normalement, vous savez, pour ceux qui ont déjà été des élèves, j'essaie toujours de mettre en contexte les choses, donc, et surtout de mettre dans un contexte historique. Je le ferai aussi si possible. Donc, analyser certaines œuvres significatives au sein de l'histoire littéraire française, ainsi comme connaître ses auteurs majeurs. Et ici, je explique aussi une intention, quelque chose que je vais essayer de faire. Le semestre dernier, ce n'a pas marché. Par contre, en 2019, ça a bien marché avec les élèves. J'ai ici, vous voyez, voilà. Nous avons ici 16e siècle, 17e siècle, 18e, 19e et 20e siècle. Comme je reviens pour vous expliquer les choses. Donc, vous voyez ici les dates. Je compte travailler avec Leila Slimani du 25 février au 18 mars. Houellebecq du 1er au 22 avril, donc 4 semaines pour chaque roman. Annie Ernaux, 2 semaines, et Nathalie Sarraute, 2 semaines aussi. Parce que Annie Ernaux et Sarraute, ce sont des romans très courts, 60 pages environ. Et en fait, pourquoi je vous montre ici cette possibilité? Parce qu'ici, je séparais quelques romans très importants pour l'histoire littéraire française et pour l'histoire du roman français et mondial, disons. Et peut-être quand on finira la lecture d'un roman et on commencera l'autre, je peux profiter d'un cours, comme vous n'aurez pas encore terminé la lecture d'un roman, je peux vous présenter des romans importants pour l'histoire du roman français. Donc, c'est ça l'intention.
Et donc, je laisse ici comme suggestion de lecture, si vous voulez connaître un peu plus de les romans français. Et comme je l'ai mis en relief le semestre dernier, les disciplines de littérature ou la littérature, la formation en littérature, ce n'est pas un cours, mais plutôt un parcours, n'est-ce pas? C'est cette idée ce n'est pas un cours de roman qui va vous faire connaître l'histoire du roman français, parce que ça demande du temps, un investissement des temps de lecture de ces livres. Donc, ce que je fais ici, c'est de vous indiquer quelques livres très importants, quelques romans très importants. Et si possible, je vais vous présenter en partie ou intégralement, je ne sais pas, ces romans-là. Et ici, l'intention, c'est de vous donner une perspective historique du roman en France. D'accord? Et donc, nous avons ici François Rabelais avec cette sortie du Moyen-Âge, avec un roman, une espèce de roman d'aventure, d'exagération, des romans, je dirais, bien romanesques, bien picaresques, avec des aventures, des géants, mais en même temps, avec une critique un peu, comment je peux dire, satirique de la société, n'est-ce pas? Les romans de La princesse des Clèves, c'est un roman de ce mouvement, la préciosité, c'est un roman du XVIIe siècle, et c'est un roman important, on le dit assez souvent, parce que c'est peut-être le premier roman psychologique français. Et vous voyez, c'est un roman courtois, c'est un roman de la cour, La princesse des Clèves, et je vous garantis que ce n'est pas un roman ennuyeux. C'est très intéressant, on commence à lire, on ne veut pas arrêter, et il y a des enjeux au niveau de l'amour, de la trahison, de la vie en société, de la cour en France. Et aussi, ces côtés psychologiques, c'est très intéressant la manière d'entrer dans le personnage, dans l'intimité, dans la psychologie du personnage. Donc, c'est un roman assez intéressant. L'être persane, ici, c'est déjà le XVIIIe siècle. Montesquieu, un écrivain lié à l'illuminisme. Et ici, c'est intéressant parce que c'est un roman épistolaire. Donc, il n'y a pas de narrateur dans ce roman. Le roman s'est construit avec des lettres. C'est un ensemble de lettres intéressant parce que c'est toujours pour construire ces romans à lettres, l'écrivain, il aura toujours la stratégie ou l'alibi de dire j'ai rencontré ces lettres dans une boîte perdue, je les ai organisées, je les ai traduites. N'est-ce pas? Donc, il garde, on sait qu'il s'agit d'un roman fictionnel, mais l'écrivain nous fait penser qu'il s'agit en fait de vraies lettres. Et ici, c'est intéressant parce que nous avons des personnages issus d'un contexte culturel musulman qui partent en France pour connaître une nouvelle société et ils vont critiquer ou faire des réflexions sur les habitudes et les coutumes françaises avec un regard étranger. Donc, c'est assez intéressant de voir des musulmans
réfléchir sur la France avec ce qu'il y a d'étrangeté, n'est-ce pas, au 18e siècle. Donc, c'est intéressant aussi. Et ici, au 19e siècle, c'est on va dire, le siècle du roman ou de la naissance du roman tel comme on le connaît aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce roman du 19e siècle ou peut-être on n'a pas encore réussi à quitter ce modèle du roman du 19e siècle. On joue avec, et si on le contredit, c'est pour le réaffirmer en quelque sorte. D'accord? On n'arrive pas, je dirais, à faire trop différemment de ce qui a été fait au 19e siècle. Et nous avons ici le premier, c'est René. C'est un roman un peu autobiographique de Chateaubriand. Et c'est un roman intéressant, hyper court, 20 pages, 30 pages, intéressant aussi. Je ne vais pas trop parler parce que si nous avons les temps, je vais vous présenter avec des extraits, vous présenter un peu la structure du roman, personnage, narrateur, etc. Et donc, nous avons Flaubert comme, Chateaubriand, un écrivain romantique. Donc, René, c'est un roman romantique. Nous avons Flaubert avec le roman réaliste et Madame Bovary, c'est pas le premier roman réaliste, mais en quelque sorte, c'est la fondation de cette technique romanesque du discours indirect libre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui on écoute quand on lit les romans, si c'est le personnage d'Emma Bovary ou si c'est l'écrivain Flaubert. D'accord? Donc, il y a des moments où on est tellement à l'intérieur du personnage qu'on sent une certaine intromission de l'écrivain. D'accord? Et nous avons Le Père Goriot, un roman de Balzac. C'est un roman assez intéressant des sociétés, je dirais. Un roman de société qui va montrer un jeune ambitieux qui veut entrer dans la grande société française, parisienne du 19e siècle, avec tous les enjeux, c'est-à-dire il est ambitieux, mais est-ce qu'il va être fidèle à ses principes ou il va transposer ses principes, d'accord, pour s'enrichir, pour entrer dans la bonne société, on va dire un peu comme ça. La bonne, je suis ironique ici, n'est-ce pas? Et nous avons finalement Germinal, un roman de Émile Zola. C'est un roman du naturalisme. On peut classer Flaubert et Balzac comme des écrivains réalistes. Et Zola, c'est un romancier naturaliste. D'accord? C'est-à-dire, il va entrer un peu plus dans la sociologie de l'époque et il va proposer les romans en tant qu'expérience sociale. Et il va dénoncer les inégalités de la société en privilégiant des groupes de personnages issus des milieux difficiles. Et la théorie du roman naturaliste, c'est presque
cette idée du déterminisme social. D'accord? Il y a une espèce de thèse derrière ce genre de roman. Et puis, on entre ici dans le XXe siècle et je vous propose les deux plus grands romanciers français du XXe siècle. Marcel Proust, avec La recherche du temps perdu, ici du côté de chez soi. C'est le premier roman de la série À la recherche du temps perdu. Et comme vous savez, c'est un roman cathédrale, comme il le dit, c'est-à-dire, c'est difficile de dire c'est-à-dire pour expliquer Proust. Mais Proust, il nous apporte une expérience du temps totalement nouvelle. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la Madeleine de Proust. Vous avez déjà écouté cette histoire de la Madeleine de Proust, non? Isabelle, oui, n'est-ce pas? La Madeleine, vous la connaissez, c'est un petit gâteau français, n'est-ce pas? Ah, Isabelle, tu n'as pas encore, tu ne connais pas l'histoire de la Madeleine. Je me suis trompée. Non, je me suis trompée. D'accord, d'accord. Et donc, là, je suis sur un ballon de pilates, c'est pour ça que je fais ces mouvements ici. Et donc, Proust, il nous apporte cette idée, cette expérience du temps, les temps de la mémoire surtout, un temps, je vais dire, les déploiements du temps, c'est-à-dire comment les temps peuvent s'élargir ou se rétrécir selon la conscience. Je vais dire un peu comme ça. Et pourquoi je parle de cette scène, de cette célèbre scène de la Madeleine? Parce que Proust, en fait, dans ses premiers romans, à côté de chez soi, il a une expérience de la mémoire involontaire. Et je suis sûr que vous avez déjà eu ce genre d'expérience. C'est quand quelque chose sensoriel vous fait souvenir de quelque chose. Et donc, là, il est en train de boire du thé et manger une madeleine. Et tout d'un coup, quand il met dans sa bouche la cuillère avec la madeleine trempée dans le thé, c'est-à-dire trempée, c'est humidicide, je veux dire, dans le thé. Il se souvient de sa tante et de son enfance et de tout ce qui déclenche cette expérience de la mémoire involontaire. Et puis, il finit par dire toute la réflexion déclenchée et déployée de cette expérience sensorielle, il dit, elle était dans ma tasse de thé. Vous voyez? Et ça, c'est juste un petit peu de ce que vous allez retrouver chez Proust. Et Céline, c'est mon auteur de recherche. Et vous voyez que je l'ai ici dans mon verre ici. Et Céline, c'est un écrivain assez polémique. Il va polémiser avec Proust, comme il va polémiser pour, je vais dire, pour la place du plus grand romancier français du XXe siècle. Et Voyage au bout de la nuit, c'est le premier roman de Céline. Et comme je vous ai dit, Céline est un écrivain polémique parce que il a soutenu les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été antisémite et il a publié des pamphlets contre les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en tant que personne
c'est un sujet exécrable, d'accord? C'est le pire être humain, peut-être, de la littérature française. Sordide, abject, etc. Par contre, en tant que romancier, il est vraiment un des plus grands. Et dans ses premiers romans ici, Voyage au bout de la nuit, il va nous raconter, c'est un roman, je vais dire, pas autobiographique tout court, mais avec des éléments autobiographiques. C'est presque autobiographique. Mais il va nous raconter son expérience dans la Première Guerre mondiale en tant que soldat français, son voyage en Afrique pendant la période des colonies françaises, juste après la Première Guerre mondiale, et aussi l'expérience du Fordisme aux États-Unis. Donc, c'est un roman assez intéressant, assez difficile. Donc, mon idée ici, c'est de vous, entre la lecture de ces romans qu'on va vraiment travailler ici, on va lire ensemble, on va discuter ensemble, je vais vous présenter quelques romans importants de l'histoire du roman français pour vous donner une idée aussi de l'évolution et de vous donner un premier parcours si vous voulez vous approfondir dans l'histoire du roman français. Et donc, voyons ici, voilà. Et donc, nous avons ici les 4 romans à lire pour ces cours. Et je vous donne 4 semaines. C'est faisable, d'accord? Et en plus, vous voyez qu'on commence avec Leila Slimani le 25 février. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 9. Vous avez déjà 15 jours pour commencer la lecture de Chansons douces. D'accord? Et pourquoi on commence Chansons douces le 25? Parce que jeudi de cette semaine et jeudi de la semaine prochaine, je vais faire une introduction sur les romans en tant que genre littéraire, sur la structure du roman, et autour du roman, ici, je vais vous apporter le paratexte. C'est une réflexion issue de ce livre Seuil de Gérard Genette, parce que en fait, quand on parle de littérature aujourd'hui, on n'analyse pas ou on ne s'intéresse pas seulement par l'histoire en tant que telle. D'accord? Quand on parle de paratexte, c'est tout ce qui est autour du texte littéraire, c'est-à-dire les lettres de l'écrivain, les journaux intimes de l'écrivain, les interviews de l'écrivain, les cahiers de notes, la couverture du roman, c'est important aussi. Des éléments externes à l'histoire qui vont compter plus ou moins pour la compréhension ou pour l'analyse, pour la critique du roman. D'accord? Donc, il y a raison pour laquelle, et ça fait partie aussi de mon intention de vous apporter un peu plus d'éléments théoriques de la narrative. D'accord? Raison pour laquelle on va faire 2 jours d'introduction au roman, au genre roman, à la structure du roman, etc. Et donc, je ne vais pas vous demander ces lectures théoriques plus lourdes, mais je vais vous indiquer la lecture de quelques petits livres de la série Princípios. C'est en portugais, vous pouvez lire ça pour vous sensibiliser à la structure du roman, etc. D'accord? Parce que on ne va pas nous concentrer ici tout simplement sur l'histoire du roman, n'est-ce pas?
dans votre vie, dans vos lectures des vacances, dans vos expériences libres en tant que lecteur, vous pouvez vous concentrer ou vous tenir à l'histoire, tout simplement. Ici, non. Ici, il faut penser à la structure, à la composition des personnages, à la psychologie des personnages, les points de vue du narrateur, l'organisation de l'histoire, si elle est racontée de manière chronologique ou fragmentée, ou de la fin au début de l'histoire. Tout ça, c'est possible, n'est-ce pas, dans l'art du récit, on peut le dire un peu comme ça. Et donc, ça, c'est pour l'introduction. Voilà. Oui, avant de passer à quelque chose de très important, vous avez des questions? Pas de questions? Professeur, oui. Est-ce que vous irez mettre les œuvres pour nous dans un Dropbox ou vous irez les disponibiliser ici sur Teams? Sur Teams. Je vais faire la bibliothèque du cours. D'accord? D'accord. OK. En fait, comme Daniel, tu le sais très bien, je ne suis pas très politiquement correct au niveau des droits d'auteur. Et normalement, tout ce que je mets dans les programmes, j'ai déjà en PDF. Donc, j'ai pour principe de vous disponibiliser tout ce que j'ai. D'accord? Donc, je vais faire le fichier des romans à lire, les fichiers de ces romans historiques ici, le fichier de théorie du roman, etc. D'accord? Et peut-être un fichier avec des articles ou une bibliographie complémentaire. D'accord? Évidemment, bibliographie complémentaire, c'est pour ceux qui s'intéressent à la littérature et au roman, vous pouvez lire un peu plus. Mais ce qui sera obligatoire, c'est la lecture de ces 4 romans ici, n'est-ce pas? C'est impossible de faire. Ah, en fait, oui, j'oubliais. Ce qui est important, c'est la lecture. C'est pas important, ce qui est obligatoire, c'est la lecture de ces 4 romans et du roman de la dissertation finale. Donc, il y aura, j'explique dans la suite, ce qui est pour ceux qui sont là pour la première fois. Je vais vous expliquer la dissertation, d'accord? C'est le travail final. Et on avance donc, si vous n'avez pas de questions. Voici. Voilà. Donc, la dissertation, peut-être les noms, je réfléchis un petit peu peut-être pour changer les noms des dissertations. Et je finis par garder. Parce que dissertation, parfois, ça confond avec l'idée de dissertation du mestrado ici au Brésil. Mais en fait, la dissertation, c'est un travail d'analyse un peu plus profonde d'un roman spécifique que vous allez choisir sur une liste. Et je vais vous accompagner dans l'élaboration de ce travail. Donc, c'est-à-dire, l'élaboration de ce travail, vous allez me rendre le travail, le texte final, le 6 mai, mais vous allez commencer ce travail aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est-à-dire, vous avez février, mars, avril, mai. Vous avez 3 mois pour élaborer ce travail. Donc, ce travail consiste à
d'abord choisir un de ces romans. Là, il faut que j'arrête le partage d'écran pour partager l'autre. Non, ici c'est Panorama et romans. Oui, voilà. 2 secondes parce que ça... Je sais pas, c'est un peu bloqué ici. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Je peux zoomer encore. Voilà. Donc, ici, je garde la même organisation du semestre dernier. Vous allez vous organiser en 5 groupes autour d'un même roman, n'est-ce pas? Et donc, ce que je vous propose en tant que roman ici, c'est Jean-Marie, Gustave Leclésio, ce roman qui s'appelle L'Africain. C'est un roman de 2004. Et c'est c'est un roman assez intéressant, une espèce de roman ethnographique dans lequel il va parler de son père, Leclésio. Il va parler de son père et l'expérience qu'ils ont eue en Afrique pendant l'époque de la colonisation, dans les années 40-50. Et c'est un récit autobiographique avec certaines photos de l'archive personnelle de l'écrivain. Daniel, je ne sais pas si tu étais mon élève en panorama et nous avons lu ce roman. Ouais. C'est un roman assez intéressant. Je dirais que on pense qu'il n'est pas très intéressant et finalement il est très intéressant. D'accord. Les deuxièmes romans, et aussi tous ces romans-là, ce sont des romans de taille moyenne. D'accord. Je n'ai pas mis ici des romans à 200 pages, 300 pages. Ce sont des romans d'environ 100 pages. Et comme ça, vous pouvez lire sans trop de problèmes. Je garde ici Dora Bruder de Patrick Modiano. Et vous voyez, nous avons Leclésio et Modiano, 2 prix Nobel de la littérature française. D'accord. Parfois, on m'a déjà demandé de mettre dans la bibliographie plus des classiques français. Je ne mets pas tant que ça des classiques, mais par contre, je mets des Nobel. D'accord. Et donc, Dora Bruder, c'est un roman aussi intéressant parce que c'est l'écrivain Modiano lui-même qui a une obsession personnelle pour la période de la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, qui est le mot juif pour l'Holocauste. Et il va se mettre à la recherche d'une jeune fille juive disparue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il va à la recherche 50 ans plus tard. Donc, il va chercher les traces de cette fille dans les archives de la mairie ou de Paris. Et il va essayer de comprendre l'histoire de cette jeune fille disparue pendant la guerre. Nous avons ici Houellebecq. Donc, on va lire Houellebecq Soumission, mais j'ai mis ici aussi l'extension du domaine de l'adulte.
Je crois que c'est le roman que tu as travaillé, non, Daniel? Que tu as choisi le semestre dernier. C'est un roman. Qu'est-ce que tu veux dire, Daniel, de ce roman? Bon, je vais pas. Bon, Tu n'as pas besoin de raconter l'histoire, mais tu peux oui, c'est peu de juste parce que Michel Houellebecq, il vient me chercher là. Il est vraiment agaçant. Moi, je trouve intéressant. J'aime bien. Aucun point négatif par rapport au choix de lecture. C'est juste parce que personnellement, il vient me chercher. Mais en même temps, comme dans toute littérature, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir par rapport à nos vies, à la culture, au choix des vies que nous avons dans chaque décennie, je sais pas, dans chaque période de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, à mon avis, comme il est très acide. Je le trouve acide, mais j'aime bien sa façon d'écrire. On veut continuer, on veut savoir qu'est-ce qu'il veut dire avec tout ça. Donc, je préfère l'extension de la lutte, du domaine de la lutte par rapport aux solutions. Mais personnellement, je vais choisir un autre roman, à mon avis. D'accord. Et donc, extension du domaine de la lutte met en contexte, on peut dire d'un côté, en fait, le contexte, c'est le contexte du néolibéralisme, n'est-ce pas? Le néolibéralisme économique, mais appliqué aussi au niveau sexuel, n'est-ce pas? Et en plus, il ajoute la question de la différence, pas ethnique, mais des différentes cultures de la France aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette France métissée qui a reçu des différentes cultures, mais aujourd'hui ne sait pas très bien ce qu'elle fait avec. Et en fait, ces conflits des cultures se crash, comme on dit en anglais, de culture, c'est peut-être à la base de certains romans de Houellebecq, n'est-ce pas? Donc, c'est un roman assez intéressant. Comme disait Daniel, ce n'est pas, comment je peux dire, c'était le semestre dernier, c'était, je fais partie du comité des jurys de la soutenance de mémoire de Luca. Il a suivi les cours de roman, je crois que c'était des romans ou de poésie avec moi le semestre dernier, et il a fait un mémoire sur Raymond Queneau, le poète français du mouvement de l'Oulipo. Et Raymond Queneau, il a cette cette catégorie cette façon de catégoriser la littérature comme genre, je vais dire, la littérature d'amusement, la littérature sérieuse et une autre. Et dans cette littérature d'amusement, il disait que c'était des livres à lire couchés sur les dos, sur le ventre. Vous imaginez cette image, n'est-ce pas, de deitado de bruços na cama, né? Donc, c'est-à-dire que quand on se met sur le ventre et sur les lits pour lire un livre, c'est-à-dire qu'on va lire pour s'amuser. Et donc, Houellebecq n'est pas ce genre de littérature. Mais par contre, j'insiste quand même à mettre Houellebecq
mes programmes, ce n'est pas parce que je soutiens ces idées parfois racistes, parfois polémiques, mais parce que ça fait partie de la société. Et c'est, comme je vous ai dit, les romans, c'est les genres littéraires aujourd'hui par excellence qui se met à réfléchir sur la société actuelle. Donc, si Houellebecq écrit un roman comme Soumission qui parle d'un deuxième tour aux élections présidentielles entre Marine Le Pen, candidate d'extrême droite, et un candidat de la fraternité musulmane, c'est parce que ces enjeux sont posés dans la société actuelle, n'est-ce pas? On voit la montée de l'extrême droite partout dans le monde. Donc, si la littérature nous fait réfléchir sur ces enjeux actuels, je pense que c'est notre obligation de la suivre. D'accord. Et donc, nous avons ici L'Amant de Marguerite Duras, peut-être un roman un peu plus, pas si léger que ça, mais un roman un peu d'amour. Il y a certaines parties assez sensuelles aussi, mais qui nous fait réfléchir aussi sur le passé colonial, ou colonialiste de la France, n'est-ce pas? Et Marguerite Duras, je ne sais pas si Marguerite Duras a reçu le Nobel de littérature. Non. Alexandre, tu en es sûr? Oui. Ah, d'accord. Finalement, nous avons ici La Jalousie, ces romans d'Alain Robbe-Grillet. C'est un roman, une expérience nouvelle, une expérience esthétique extrême, je dirais. D'accord. Et ici, c'est vraiment ce genre de roman académique, parce que au niveau de peut-être l'intérêt général, non, il n'est pas très intéressant. Mais au niveau académique, au niveau critique, c'est un roman incontournable. D'accord. Donc, je vais vous envoyer, parce qu'ici, ce tableau-là, il est sur Google Drive. Je vais vous... Pardon? Ah, je pense... Alexandre? Oui. Vas-y. Duras a reçu le Goncourt pour L'Amant. Ah, d'accord. Voilà. Bien rappelé, parce que les romans de Leila Slimani, Chanson douce, aussi a été le prix Goncourt de 2016, si je ne me trompe pas. 2016 ou de 2017. Donc, je vais vous envoyer aussi dans notre salle virtuelle le lien de ce tableau sur Google Drive, et vous pouvez choisir. Je vais mettre aussi aujourd'hui, l'après-midi, ces romans dans un fichier dans notre salle virtuelle. Vous pouvez télécharger tous les romans, jeter un coup d'œil, voir s'ils vous intéressent ou pas, et vous mettez vos noms ici, parce que le lien, il est éditable. Vous voyez? Et donc, je vous demande de ne pas dépasser les numéros que nous avons ici. Donc, c'est maximum 6 élèves pour travailler avec chaque roman. Parce que nous sommes, dès le départ ici, 30 personnes dans ces cours. Donc, j'ai choisi 5 romans, 6 élèves pour chaque roman. D'accord? Le semestre dernier, ça a été un peu le bordel. Et là, on essaye quand même de bien organiser les choses. Et donc, ça, c'est le roman, parce que pour ne pas être trop chaotique ou confus,
Pardon, je finis le partage d'écran ici. Je reviens avec les programmes. Voilà. Voilà. Ici. Donc, ces 4 romans, Leila Slimani, Chanson douce, Welbeck, Soumission, Annie Ernaux, L'événement et Nathalie Sarraute, Tropisme, ce sont les romans de lecture commune. On va les lire et les discuter, les travailler ensemble en cours. Et je vais vous demander, vous voyez ici, tout en bas, nous avons contrôle de lecture, lecture affective, écriture créative, débat. C'est-à-dire que j'ai réservé 12 points et demi pour chaque roman. Je vais vous proposer le semestre dernier. J'ai essayé de faire trop d'activités, ça n'a pas marché. En fait, c'est un peu fatigant, vous avez d'autres choses à faire. Et donc, je vais faire une activité sur chaque roman. Ça peut être une activité écrite ou un séminaire ensemble. D'accord? Le séminaire, ce sera un peu plus compliqué parce que je sais que je ne peux pas vous obliger d'être présent de manière synchrone dans les cours. D'accord? Donc, oui. Donc, sont les deux ensemble, le travail écrit et les séminaires aussi? Ah, tu dis par rapport à ces 4 romans? Oui. Non, non, ça dépend. Je vais choisir une activité. Parce que sinon, parce qu'en fait, les débats, on aura à chaque séance, à chaque cours, n'est-ce pas? On va débattre une partie du roman ou un élément du roman. Et probablement, je vais vous demander une activité écrite. Mais une activité écrite, genre une page, pas plus que ça. Une question à réfléchir ou quand je vous dis ici contrôle de lecture, ça peut être genre une activité juste pour savoir si vous avez lu le roman ou pas. Une lecture affective, ce que j'appelle lecture affective, c'est un commentaire libre par rapport à quelque chose qui vous a attiré l'attention ou l'émotion. C'est possible aussi. Par exemple, et lecture créative, c'est quand je vous demande d'écrire de manière littéraire. D'accord? Par exemple, les romans de Welbeck, Soumission, il finit de manière un peu ouverte. Et le semestre dernier, j'ai demandé aux élèves de finir le roman, donc de donner une fin possible au roman. D'accord? Donc, ça, c'est une écriture créative, c'est-à-dire de l'écriture littéraire. D'accord? Par exemple, on imagine que vous n'avez pas aimé la fin d'un certain roman. Donc, je vous propose une autre chose. À votre avis, comment le roman devrait finir? Quelque chose comme ça. D'accord? Et en fait, ça dépend de mon humeur. Quand on finira la discussion du roman, je vais penser à quelque chose et je vous propose l'activité. D'accord? C'est un peu comme ça que ça marche assez souvent. Pour la dissertation, non. C'est important parce que la réflexion autour de ces 4 romans, elle m'intéresse de la manière la plus large et la plus libre possible. D'accord? Donc, je me permets ou je nous permets de réfléchir à propos de ces romans comme on voudra, en fait. Genre, j'aime bien ces romans, j'aime les personnages, je n'aime pas les personnages, je déteste les personnages, c'est possible. Quand on entre dans la dissertation, c'est un travail strictement académique. D'accord? C'est un travail, et
Raison pour laquelle vous allez commencer ce travail aujourd'hui et vous allez me les rendre en mai. Parce qu'il va vous exiger un travail de recherche. D'accord? Il fait peur, je le sais, mais il est faisable. Il est faisable. Il n'est pas seulement faisable, comme j'ai des élèves qui reçoivent 24, 24 et demi, 25 sur 25. Mais c'est-à-dire, il faut travailler. D'accord? Parce qu'en fait, ce que je cherche avec la dissertation, c'est de vous introduire dans l'écriture académique, dans la recherche académique et voir dans une perspective de faire un master ou un doctorat plus tard. D'accord? Et je vous montre ici ce que j'attends de ces romans, donc de cette dissertation. Donc, la première chose de la dissertation, c'est de choisir les romans. Daniel? C'est le même travail qu'on fera dans les stages? Non, c'est la même idée. Non, c'est la même idée, mais pour le stage du bacharel, je fais un mémoire. C'est-à-dire, je vais faire un travail à 30 pages. D'accord. Okay. Oui. J'ai oublié de mettre ici, dans le programme, mais c'est de 5 à 6 pages. C'est pas beaucoup. Oui, 5 à 6 pages en français. Voilà. Ça va. Je demande des 5 à 6 pages. C'est drôle parce que c'est drôle de mon point de vue, pas de votre. Parce qu'à chaque semestre, je corrige les petits problèmes pour arriver à une forme parfaite de cette dissertation. C'est-à-dire que il n'y a pas d'échappatoire, não tem escapatória. Ou vous travaillez, d'accord? Donc, la première étape, je vais vous envoyer cet après-midi les romans et la liste. Donc, vous choisissez les romans et vous vous mettez à le lire dès aujourd'hui, dès demain. D'accord? Ce sont des romans, comme je vous ai dit, de taille moyenne, entre 80 et 100 pages, ou 130 pages, quelque chose comme ça. Et donc, le 25, je vais... Voilà. Le 25, 2 secondes, je change mon outil ici. Donc, le 25 mars, on va faire un séminaire sur ces œuvres de la dissertation. Je vais faire comme le semestre dernier. Dans notre salle virtuelle, je peux créer des canaux ou des chaînes dans lesquelles vous pouvez faire une vidéoconférence entre vous-même. Et je vais entrer dans ces groupes pour débattre avec vous. L'idée ici, c'est juste de vous permettre d'échanger des idées par rapport au roman avec vos camarades de classe. D'accord? La question, c'est faites confiance en moi dès le début, parce que je vais expliquer le travail ici. Il va vous sembler trop difficile à faire, mais finalement, vous allez voir qu'il est faisable. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, c'est faisable. D'accord? Donc, le 25 mars, il vaut bien avoir lu le roman de la dissertation. Une lecture rapide, juste pour connaître les romans. Et donc, on aura cette séance de débat pour commenter les narrateurs, les personnages, l'espace, les temps, pour essayer de comprendre et d'échanger
des idées à propos du roman. Et puis, la semaine suivante, le 1er avril, vous devez me rendre les sujets et la bibliographie. Daniel, tu vois que j'ai changé les moments de la bibliographie. En fait, les sujets, c'est le thème de recherche que vous allez élaborer pour analyser les romans. Par exemple, Madame Bovary, c'est un roman assez ou hyper connu. Vous connaissez, c'est l'histoire autour d'Emma Bovary, ce personnage. Un sujet possible, c'est la construction du personnage féminin dans le roman Madame Bovary. C'est une possibilité. L'autre, c'est à voir. Je sais pas, dans les mêmes romans, Madame Bovary, quelque chose de plutôt formel. L'utilisation du discours indirect libre dans les romans Madame Bovary. Donc, vous allez choisir un thème. Et ce thème, il est libre. Vous allez lire le roman, ce qui vous attire l'attention sera votre sujet. Et ce que je vais faire, vous allez me rendre le sujet, je vais vous rendre commenter. C'est bon, c'est un bon sujet ou pas, vous pouvez améliorer, etc. La bibliographie, c'est que, comme il s'agit d'un travail académique, vous devez dialoguer avec la littérature critique, c'est-à-dire des articles publiés, des livres publiés sur ce roman. Et je vais vous donner une série de liens, de plateformes en ligne dans lesquelles vous pouvez chercher des articles publiés sur ces romans. D'accord? Genre JSTOR, Érudit, quoi d'autre? Percé, ou même ici au Brésil, nous avons Cielo, la plateforme Cielo. Donc, vous pouvez chercher des articles. Je vais vous démontrer tout ça aussi, d'accord? Aujourd'hui, c'est juste une première présentation. Donc, rendu le sujet et la problématique, je vais vous rendre mes commentaires. Ensuite, une semaine plus tard, vous me rendez la problématique. La problématique, c'est la transformation de ce sujet dans une question d'analyse. D'accord? C'est-à-dire, genre, Madame Bovary, c'est les romans. Les sujets, l'utilisation du discours indirect libre. C'est le sujet. La problématique, comment l'utilisation du discours indirect libre nous fait confondre narrateur et personnage. Vous voyez, je transforme le sujet dans un problème de recherche. La problématique, on la traduit en portugais comme problème de pesquisa. D'accord? Et en fait, ici, c'est un mélange. Ce travail, c'est un mélange de travail académique avec votre créativité. Parce que ici, c'est à vous de faire ça. C'est à vous de bien lire, à vous de faire sortir quelque chose de ce livre. OK? Ensuite, les plans. Les plans, ici, ce n'est pas vos intentions à propos du travail. C'est les sous-parties dans lesquelles vous allez structurer le travail. Donc, Madame Bovary, sujet, l'utilisation du discours indirect libre. Problématique, comment l'utilisation du discours indirect libre nous fait confondre personnage et écrivain. Plan. La première partie, introduction. Deuxième partie, les romans réalistes de Flaubert.
Troisième sous-partie, la structure linguistique du discours indirect libre. Quatrième partie, analyse de l'œuvre. Donc, vous allez choisir un extrait de l'œuvre pour démontrer comment, dans cet extrait, on ne sait pas qui parle, si c'est le narrateur, l'écrivain ou le personnage. Et puis, considération finale. D'accord? Et l'introduction, parce que je vous demande l'introduction d'abord pour pouvoir vous aider avec le développement de ce travail et aussi pour vous obliger à travailler avant la veille. D'accord? Pour vous faire travailler avant les jours avant de rendre le travail. Donc, vous devez commencer un peu plus tôt. Et puis, vous allez me rendre le texte final, le 6 mai. Le 6 mai, mais si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je peux considérer cette possibilité. D'accord? Donc, ça, c'est la dissertation. Et ici, je mets mes critères d'évaluation de la dissertation. Donc, les critères d'évaluation. Donc, la dissertation, c'est un travail, je ne sais pas où j'avais mis ça, mais c'est un travail à 25 points. D'accord? En fait, c'est 35 points réservés à la dissertation parce que vous avez, pardon, c'est 50 points autour de la dissertation. Pourquoi? Parce que vous avez 5 points de ce débat sur les œuvres. Vous avez 2 points sujet bibliographie, 2 points la problématique, 2 points les plans, 4 points l'introduction et 25 points le texte final. Là, vous avez 40 points. D'accord? Et les critères d'évaluation. Présentation et contextualisation du sujet, de la problématique et du plan. Donc, c'est l'introduction du travail. D'accord? Dans cette dissertation, nous allons aborder les sujets du discours indirect libre dans le roman Madame Bovary de Flaubert. On va analyser ça et ça et ça, etc. Et j'ai une vidéo aussi qui explique mieux la dissertation. La dissertation, je vais la partager avec vous dans la salle virtuelle aussi. Complexité, capacité analytique et critique. Et cette capacité analytique et critique, vous la construisez à l'aide de ces articles que vous allez chercher. Et quand je dis les articles, vous n'avez pas besoin d'aller chercher 10, 20 articles. Non, 2, 3 articles bien choisis, ça suffit. D'accord? Et en fait, ce que vous allez faire, c'est plutôt une paraphrase de ces articles. Vous voyez, vous allez être toujours en contact ou en dialogue avec les romans et avec la littérature ou avec la bibliographie critique. N'est-ce pas? Je vais demander à un ancien élève la permission d'utiliser une dissertation des semestres précédents pour vous montrer comment ça se fait. Je pense que ça peut être utile et pour ne pas vous faire peur. D'accord? Et nous avons ici considération finale, interprétation personnelle du roman, ouverture de l'analyse, c'est-à-dire cette analyse, c'était une analyse préliminaire, mais en même temps, elle nous ouvre la possibilité de réfléchir sur les romans dans plusieurs aspects tels quels. Donc, parce que les considérations finales, elles peuvent être une conclusion qui ferme, mais aussi elles peuvent être une ouverture à d'autres possibilités d'analyse. D'accord? Et la fermeture du texte, c'est-à-dire la fermeture du texte. Dans cette dissertation, nous avons analysé ça, ça et ça. C'était bien, c'était notre objectif, ou l'objectif c'était ça, mais il a été conclu en partie. Ça va?
Ici, ce que je vous donne, ce sont des possibilités de considération finale. Comment vous voulez terminer votre travail, les conclusions de votre travail. Le quatrième critère d'évaluation, c'est la maîtrise du bon usage de la langue, la clarté, la cohésion, la cohérence et la grammaire. Et comme vous voyez ici, je vous rends la dissertation corrigée avec les critères genre... c'est drôle parce que, par exemple, un texte mal écrit, il peut recevoir 2 ici, mais la complexité et la capacité analytique, la personne peut recevoir 6,5. Donc, vous voyez, ces différents critères, ils vont vous évoluer de différentes manières. Et parfois, c'est important aussi de voir quelles sont vos faiblesses au niveau de l'écriture, par exemple. Et les réductions, parce qu'ici, ce sont les points que vous pouvez avoir. Et les réductions, c'est-à-dire les points que je vais réduire si je rencontre des problèmes dans votre dissertation. Le premier, c'est le plagiat. Donc, l'idée, ce n'est pas de recopier votre dissertation d'un site Internet. Si je retrouve copier-coller, c'est 0 et je ne discute plus. D'accord? Et à chaque semestre, je retrouve du plagiat et c'est 0. D'accord? Donc, c'est dit, c'est enregistré ici. Donc, à la fin du semestre, si je rencontre du plagiat, c'est 0 et on ne va même pas en parler. D'accord? Et comme je vous dis, dès que je soupçonne la présence du plagiat, je cherche et je trouve. Nous avons aussi des plateformes, des logiciels qui nous aident à chercher et à trouver ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est d'écrire vous-même vos propres textes à l'aide de la bibliographie complémentaire. D'accord? La mauvaise qualité ou la non-exploration de la bibliographie théorique et critique. C'est-à-dire, parfois, il y a des élèves qui font la bibliographie, les références à la fin, mais dans les textes, ils ne citent rien, ils ne discutent rien. Donc, c'est la mauvaise utilisation de la bibliographie critique. Les non-respects aux consignes, nombre de pages, formatage, etc. Donc, le travail, c'est de 5 à 6 pages. Si vous me rendez un travail à 4 pages ou à 7 pages, je vais réduire votre note. D'accord? Finalement, c'est non-conformité aux normes ABNT. Donc, c'est bon. Et je vous ai expliqué ici, avant de finir, je vous ai expliqué 40 points de la dissertation, n'est-ce pas? Il nous manque encore 10 points. Les 10 points sont réservés à un exposé oral que vous allez faire à partir de cette dissertation. Vous allez élaborer quelque chose oralement, pas quelque chose, vous allez élaborer la présentation orale de cette dissertation. Et dans ces contextes des pandémies, j'accepte archives ou documents audio ou vidéo. Vous pouvez enregistrer un audio ou une vidéo. Ça m'est égal. Par contre, vous devez aussi considérer ces critères d'évaluation. C'est la prononciation, aisance et fluidité de la communication orale, la clarté et l'organisation de l'exposition, utilisation des ressources didactiques, parce qu'il faut penser à la personne qui va vous écouter. Pensez à une présentation de travail. Prof, j'ai une question. Oui. Sa présentation, ça sera en ligne? Ou non, par exemple, je pourrais présenter en ligne? Non. En fait, le semestre dernier, nous avons décidé de faire de manière asynchrone ou asynchronique. OK, ça va. Ouais. Donc, les élèves m'ont envoyé les documents. OK, ça va. Oui, c'était seulement moi qui avais accès à ces documents.
Ok, alors je dois enregistrer. C'est mieux. Oui. Ça va. Oui. Mais au bon moment, je vous explique toutes les possibilités d'enregistrement. D'accord? Ok. Ça marche. J'ai reçu même des documents audio. Genre, tu peux faire envoyer à quelqu'un sur WhatsApp et puis tu télécharges l'audio et tu m'envoies l'audio. Ok. Pas par WhatsApp, mais par la plateforme Teams. Ok. D'accord? Et le respect au temps de la présentation. Parce que les temps de la présentation, nous avons accordé le semestre dernier entre 3 et 5 minutes. D'accord? Et genre, la présentation de cet exposé oral, c'est juste de dire oralement ce que vous avez fait dans la dissertation. Ouais. Genre, bonjour, je m'appelle Daniel. Dans ma dissertation, j'ai travaillé les sujets du discours indirect libre dans le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert. Dans cette dissertation, j'ai découvert, j'avais ces objectifs et j'ai réussi à analyser l'œuvre de cette façon. Donc, merci beaucoup pour votre attention. C'est ça. D'accord? C'est très simple. Quand j'explique, peut-être ça semble plus compliqué, mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Ok. Et comme exemple de cas s'agite cette chose, par exemple, comme tu as fait maintenant. Comment ça? Pardon. C'est comme expliquer ou exposer simplement Oui. de quoi ça s'agit, par exemple. Exactement, exactement. Ouais. Si vous voulez, par exemple, enregistrer un PowerPoint avec votre voix et vous montrer, vous démontrer, nous avons fait comme ça le semestre l'année dernière la présentation de recherche d'épidémie. Okay. Je vais chercher ça sur YouTube pour vous donner aussi des exemples. D'accord? Et pour l'instant, j'ai besoin seulement d'une chose. Faites confiance en moi. Je ne vais pas vous surcharger avec un travail comme si vous n'aviez pas d'autres disciplines à suivre. Non, ce que je vous demande, c'est quelque chose de faisable, comme je disais tout à l'heure. D'accord? Daniel, elle a été déjà mon élève. Tu as fait la dissertation. Tu as déjà fait la dissertation. Alexandre, je ne me souviens pas si tu as... C'était les cours de critique. J'ai commencé la dissertation, mais j'arrête le semestre. Ah, d'accord. La dissertation pour finir les cours, Alexandre? Non. De panorama. Ah ouais, ça, ok. Ouais. Donc, mais comme je vous dis souvent, la dissertation, en fait, c'est un travail que je vais faire avec vous. D'accord? Donc, à chaque étape, je vais vous rendre mes commentaires et vous aider à améliorer l'étape suivante. La raison pour laquelle je vous dis que c'est facilement possible d'avoir 24, 25 sur 25. D'accord? Donc, ça dépend de votre disponibilité. OK? C'est ça. Normalement, ces étapes-là, sujet, problématique, plan et introduction, je considère normalement, si vous me rendez, vous avez les points. D'accord? Donc, même parce que comme c'est une étape d'élaboration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas correct et pas correct. C'est-à-dire, si vous avez rendu les sujets, la problématique, si c'est correct, si c'est bon, si c'est pas bon, peu importe, vous aurez les points. C'est clair? Donc, c'est important d'essayer de faire quand même, parce que comme ça, vous aurez les points de cette première étape de la dissertation. C'est comme la participation. Vous participez, mais rendant les sujets, la problématique, les plans, etc. OK?
Des questions? Je vois, pardon, je viens de voir ici les messages. D'accord, Ana Carolina, pas de problème, pas de souci. Aguinaldo, s'il y a un groupe sur WhatsApp, moi je ne sais pas et je ne veux pas le savoir non plus parce que je ne veux pas entrer dans un groupe WhatsApp. Parce qu'en fait, dans la salle virtuelle, ici, c'est pas, je ne suis pas grossier, pardon, je ne voulais pas être grossier. C'est juste parce que nous avons déjà la possibilité d'échanger de messages ici dans la salle virtuelle des Teams et je vous réponds dès que possible. On n'a pas besoin d'avoir un groupe WhatsApp avec moi. Si vous voulez, vous pouvez faire un groupe WhatsApp autour de la discipline, roman, autour du groupe de la dissertation, autour du roman, comme vous voulez. Mais moi, je vais participer seulement de la salle virtuelle des Teams. D'accord? Parce que sinon, Tal, je ne sais pas si tu es toujours stagiaire, mais là, pendant cette période d'inscription de matrícula, j'ai le groupe des coordinateurs de l'Institut de Lettres et les coordinateurs de toute l'UNB. Ces groupes de l'UNB, j'ai reçu la semaine dernière plus de 1500 messages. Je t'écoute pas, je t'écoute pas, Tans. Pardon. Je suis d'accord, professeur, parce qu'avant les Teams, nous n'avons des WhatsApp, mais maintenant, je ne sais pas, je pense que non. C'est meilleur non. Oui. Mais je ne sais pas les autres. Pour moi, par exemple, je préfère toujours me communiquer sur les Teams. Oui. Moi aussi, Tal. Je n'aime pas la WhatsApp, donc je suis d'accord. Ouais. Et je ne sais pas si quelqu'un a proposé un groupe WhatsApp le semestre dernier et finalement, ça n'a pas été nécessaire. Okay. Nous avons bien communiqué sur Teams et je pense que ça suffit. On n'a pas besoin d'une plateforme de plus. Sinon, je crois que c'est ça parce que j'ai les cours de Panorama dans la suite à 10 heures. Et c'est ça, on aura les cours tous les jeudis, cette semaine après-demain inclus, de 8 heures à 10 heures. D'accord? Aujourd'hui, j'étais un petit peu en retard, mais on va commencer à 8 heures. 8 heures et 5 max. D'accord? Comme je vous ai dit, les cours sera toujours enregistrés. Si vous pouvez pas suivre les cours en temps réel, vous pouvez regarder après. Parce que je télécharge les cours, je les mets sur YouTube après. Et sur YouTube, c'est plus facile à regarder. Et si vous n'avez pas de la patience, vous pouvez regarder sur YouTube accéléré. Et comme ça, je parle un peu plus vite que d'habitude. Et vous pouvez utiliser aussi les extremes. C'est très bon aussi. C'est pareil YouTube, mais c'est pas la même chose. C'est bon aussi. Les enregistrements, il va télécharger automatiquement. Alors, d'accord. Mais je te demande plus de renseignements dans les prochains cours. Ah, ok. D'accord. Parce que sinon, je vais être trop en retard avec Panorama. Ça va. Je veux savoir un peu plus de ce stream. Ok, ça va. D'accord. Est-ce que vous avez des questions ou sinon, si vous avez des questions après, vous pouvez me demander sur les chats de la salle virtuelle. D'accord? D'accord. Bon, merci et bienvenue à tous et à toutes. Et j'espère qu'on aura un très bon semestre ensemble. Merci, bonjour. Merci, bonjour. Merci. À la prochaine. Merci, à jeudi. À jeudi. À jeudi. Merci. 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 Au revoir.